laboratori de recerca in vitro, no in vivo a part. Que també sé que hi ha hagut dubtes en respecte a l'experimentació amb animals. Si volem que això sigui un centre de referència a nivell internacional, hem d'oferir una sèrie de recursos, capacitats, tecnologies, serveis als grups que vinguin a fer la seva investigació aquí. I resulta que amb investigació preclínica i amb investigació bàsica es necessiten provar les hipòtesis. I es poden fer models bioinformàtics i es pot arribar fins a un cert nivell de coneixement de quina serà l'activitat terapèutica o quina serà la toxicitat d'una nova molècula que hem desenvolupat o d'un nou tractament que estem provant. Però arriba un punt que abans de saltar als mamífers superiors o inclús de saltar als humans, això s'ha de provar amb models d'animals per protegir a les persones i per donar aquests tractaments per curar les malalties que tenen algunes persones. Evidentment, i seguint amb el que deia abans, que no farem res diferent del que fem a la resta dels 12 centres d'investigació que tenim, Grífols, en tots els nostres laboratoris on fem experimentació amb animals, primer que estem parlant de rosegadors, no estem parlant de primats i no estem parlant de mamífers superiors. Obre un nou sector, que és el sector del coneixement, de la recerca, el sector de la biotecnologia, en un país que està molt necessitat d'obrir sectors econòmics i sectors d'activitat. Donarà una visibilitat a Andorra molt important, a més amb uns aspectes que són d'un gran prestigi. Amb una entitat que té un prestigi internacional, a part del seu impacte que té econòmic i el gran que és una entitat d'un prestigi molt elevat. Ni Grífols, que és una entitat d'un gran prestigi, ni nosaltres, que volem tot el bé per la població d'Andorra i d'Ordino, se'ns hagués ocorregut posar qualsevol centre de recerca que pogués comportar un risc per a la població. El que li puc dir és que és un laboratori de nivell de seguretat 3, com n'hi ha a Niça, a Marsella, a la Complutense de Madrid, a Navarra, etc. Per tant, és una cosa absolutament homologada amb grans ciutats i que obliga, per protegir sobretot els treballadors, a un nivell determinat de seguretat, però que no revesteix cap perill per a la ciutadania del nostre país. Qu'est-ce qu'un laboratoire P3? Bonsoir. Donc la présentation était très bien, c'est-à-dire que c'était très bien résumé en fait qu'un laboratoire P3 c'est fait pour manipuler des agents de classe 3. Donc on a vu les types d'agents de classe 3. Alors il faut voir dans les agents de classe 3, il y a différentes sortes, c'est-à-dire que vous allez en avoir qui sont très peu dangereux, qui sont peu à risque. Et je prendrai pour exemple le SARS-CoV, l'agent de la Covid, qui est actuellement manipulé en P3, mais qui ne devrait plus l'être, puisqu'en fait, vous risquez plus d'attraper le Covid quand vous promenez dans la rue que quand vous êtes dans un laboratoire P3, parce qu'il y a beaucoup de sécurité, donc on s'infecte peu dans un laboratoire P3. Vous avez des agents qui sont à risque contagieux et d'autres qui sont à risque, qui ne sont pas contagieux, mais qui présentent un risque important. C'est pour ça, dans la réglementation, notamment en France, on a une réglementation particulière, c'est-à-dire pour certaines classes d'agents de classe 3, on a en plus une réglementation supplémentaire pour ceux qu'on considère les plus dangereux. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose en Espagne, mais je suppose. Typiquement, je prends l'exemple... Professeur, ici, la réglementation doit être la réglementation de notre pays, puisqu'on est en Andorre. Et je profite, puisque vous avez commencé à parler de ces réglementations, quels sont les organismes de contrôle qui vous supervisent en ce cas? Parce qu'ici en Andorre, nous n'avons pas ces organismes de contrôle. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? Comment peut faire notre pays pour s'assurer la sécurité maximum, en fait? En pratique, nous sommes contrôlés par l'ANSM.
Donc l'ANSM en France, c'est elle qui va vérifier à la fois la conformité de nos manipulations, et après pour certains micro-organismes particulièrement pathogènes, par exemple la peste, l'agent du charbon, Bacillus anthracis, il faut des autorisations spéciales, et là c'est des inspections régulières par la NSM, et après ça je pense que vous pouvez faire en Andorre, c'est possible de se calquer là-dessus, ou alors de faire réaliser des audits par des spécialistes. Voilà, c'est ce qu'il faudrait faire alors. L'agence du médicament, exactement. Professeur, j'ai une autre question pour vous. Quel est le profil pour travailler dans un type de laboratoire P3 comme le vôtre? Il y a plusieurs types de personnel. Bon, déjà, il faut que le responsable du laboratoire ait une bonne connaissance quand même de ce genre de micro-organismes. Après, il faut des gens qui soient des ingénieurs. Il faut pas des chercheurs, hein, plutôt des ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui connaissent l'aérolique, qui connaissent le risque biologique, qui sont capables de faire des formations. Donc, vous avez une partie qui est purement technique. Voilà. Ça, et après, il faut former les personnels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir un laboratoire P3 en ayant du personnel qui n'est pas formé. Et cette formation, ça demande du temps. Alors, bien évidemment, on ne va pas faire manipuler les agents les plus dangereux par les personnes les moins formées. Donc, on prend les mieux formés pour faire les pathogènes les plus dangereux. Et puis, les plus jeunes, ils vont se former. Mais il faut savoir que pour être à l'aise dans un laboratoire P3 en manipulation, pour manipuler les choses dangereuses, il faut au moins au minimum 1 an. Et de quelqu'un qui sait déjà manipuler, qui sait déjà faire de la microbiologie. Ça a été clair pour les chercheurs, ils doivent être ingénieurs. Et que se passe-t-il, par exemple, pour le personnel de base, c'est-à-dire le personnel de maintenance? Ils doivent aussi passer une formation ou comment ça se passe? Enfin, vous avez différents types de personnel. Donc, vous avez, par exemple, le personnel de l'entretien, parce qu'il est nécessaire quand même d'entretenir ces matériels. Donc, ces personnels-là, en général, ils ont une petite formation. Et après, il rentre toujours avec une personne habilitée qui sera l'ingénieur. De façon identique avec quand il y a eu, par exemple, des entretiens de machines à faire, ce sont des compagnies, donc ce n'est pas des gens qui appartiennent au laboratoire, c'est des gens extérieurs. Pareil, il rentre toujours avec une personne, soit un ingénieur, soit un de nos techniciens dans le laboratoire. Alors, je comprends que c'est des compagnies qui sont certifiées dans ce cas, avec ces organismes. Et on a Oui, plein de mais boulot ici en Andorre. Il faut limiter les accès, c'est-à-dire plus on limite les accès, mieux c'est. Voilà. Et donc il faut laisser rentrer les gens qui ne sont pas formés sous surveillance, toujours. Oui, limiter les accès, sécurité maximum, parce que le risque zéro n'existe pas. J'ai une dernière question pour vous, docteur Lascola. Au niveau de la gestion des résidus, on dit ça en français, des résidus oui. Biologiques. Et comment est-ce qu'on fait? Comment on incinère tous ces petits animaux? Et je ne sais pas, excusez-moi pour la manière comment je vous mets la question, mais comment ça marche? Typiquement, à part les humains, tout ce qui sort dans le laboratoire P3 doit être décontaminé. Voilà. Donc il n'y a que les humains qui sortent vivants. Donc tout ce qui en sort doit sortir mort. Donc en pratique, à l'intérieur, en général, on fait une première décontamination qui est le plus souvent chimique, c'est-à-dire qu'on a un liquide, on va le mélanger avec quelque chose, un antiseptique qui va tuer. Et après, tout ce qui sort passe par l'intermédiaire d'autoclaves. Donc les autoclaves, c'est des systèmes qui chauffent à 130 degrés et en plus qui sous pression. Et donc ça tue tout. Et donc là-dedans, on va passer les carcasses d'animaux, on va tout passer. Un des risques, un des problèmes qu'il y a eu quelquefois dans certains P3, c'est que les gens avaient des systèmes avec de l'eau. C'est-à-dire ils mettaient de l'eau et après ils avaient des problèmes pour évacuer le liquide. Et là, quand on évacue le liquide, il y a toujours un risque, si vous voulez, qu'on ait une perte de ce liquide et qu'il parte dans l'environnement. Il y a un accident qui est arrivé comme ça je crois que c'est en Grande-Bretagne. Donc moi, dans le P3, nous, quand on l'a conçu, j'ai supprimé complètement les sorties d'eau et comme ça, on n'est pas embêté. Et donc, en fait, tout ce qui est eau, c'est mis dans des bidons et c'est passé à l'autoclave comme le reste. Donc, le risque, en gros, les risques qu'il y a dans un P3, c'est toujours les mêmes. Quand il y a des accidents, c'est quasiment toujours des erreurs humaines. Il faut le savoir, c'est toujours des erreurs humaines. On les connaît, mais il y a des fois, il y en a auxquelles on ne pense pas. Voilà, il y en a, donc récemment, là, j'ai eu une suspicion, je ne sais pas vraiment, mais une suspicion d'une contamination qui était liée à quelqu'un qui manipulait de grosses quantités d'un virus.
et ils avaient changé les masques et la personne, elle se remettait le masque en faisant comme ça. Voilà. Et quand je l'ai interrogée, quand on l'a interrogée pour faire l'enquête, elle n'a même pas pensé à me le dire, ça. C'est que je m'en suis aperçu à une autre réunion, elle m'a dit « Ah, mais ces nouveaux masques, ils me gênent parce que quand je travaille, je suis obligé de me remonter le masque. » C'est là que j'ai compris que peut-être elle s'était contaminée. Donc ça veut dire s'il y a des trucs qui sont difficiles à prévoir, mais une fois que c'est arrivé, après, c'est avec ça, en gros, qu'on acquiert de l'expérience. Et maintenant, sur ce genre de manipulation, je les fais travailler avec des cagoules ventilées. Et donc maintenant, ils ne peuvent plus avoir accès à... Donc, en fonction du type de micro-organisme, en fonction du type de manipulation, on va modifier, si vous voulez, les contraintes. Donc, les personnes qui sont dans CP3, ils ont tout intérêt, si vous voulez, à échanger au sein de réseaux avec des personnes qui ont l'habitude. El govern farà una aportació anual fixa de 200.000 euros a aquesta societat, independentment dels resultats de la societat. Cal dir que la vocació d'aquesta societat, almenys inicialment, no és fer benefici. El govern encomana a una entitat 100% pública que piloti aquesta iniciativa i que pacti aquesta iniciativa amb Grifols. Això precisament és l'objectiu d'entitats com Actua Empresa, perquè Actua Empresa es va crear en el seu moment per potenciar, per diversificar, per modernitzar l'economia andorrana i també per atreure inversió estrangera. Per tant, estem mandatant a l'ADI, i concretament a Actua Empresa, un projecte, una iniciativa que s'inscriu perfectament en el seu objecte social. A partir d'aquí, Actua Empresa i una filial de Grifols constitueixen una nova societat que estarà participada a raó d'un 20% de titularitat pública, per tant, d'Actua Empresa, i d'un 80% de Grifols, per tal de desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit de la biotecnologia i de la immunologia, i particularment per tal de fer-ho a través d'aquesta infraestructura que estem intentant explicar avui. Hi ha tota una sèrie de compromisos que són importants també que els conegueu. D'una banda, potser és el compromís ja més conegut, el govern el que ha fet és posar a disposició d'aquesta nova societat l'ús, dic bé l'ús, és a dir, no ha renunciat al seu dret de propietat sobre el Prat de la Farga, sinó que simplement cedeix l'ús temporal a aquesta societat, concretament durant 25 anys, perquè hi pugui establir laboratoris, instal·lacions i oficines. Però tothom pot estar tranquil que la notícia de la inversió en un centre de recerca de Grifols a Andorra és una gran notícia, és una notícia que obre un nou camí per a Andorra i que, a més, atraurà altres inversions en aquest nivell. Grifols. És un pas més que va anunciar el cap de govern amb la voluntat de tenir un marc legal homologable, ampli, que ens permeti de manera comparable a altres estats moderns desenvolupar noves iniciatives econòmiques al país. També ho té algun centre que està amb altres
reserves de la biosfera, per exemple, la de Tenerife. La de Tenerife també té un centre, i aquest concretament crec que és de recerca en virologia, o sigui, és un centre que té una activitat diferent, però que també és un centre que té totes les garanties, que té un nivell de bioseguretat, és a dir, de protecció 3, i que està en una àrea de reserva de la biosfera. Però tothom pot estar tranquil que la notícia de la inversió en un centre de recerca de grífols a Andorra és una gran notícia, és una notícia que obre un nou camí per a Andorra i que, a més, atraurà altres inversions en aquest nivell.